Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de nutrition, de santé, de bien-être, bref, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet lié à une question que j'ai reçue sur Instagram. C'est souvent comme ça que ça démarre les sujets sur le podcast, mais c'est souvent des questions qui découlent sur une discussion qui est bien trop longue pour être affichée sur des stories de 15 secondes. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que j'aurais aimé changer parmi les choses que j'ai eues au cours de ma progression. Alors j'ai un peu modifié la question pour que ça soit plus sympa sur le podcast, mais en gros, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir autour de la musculation, de la nutrition ou autre dans mes années débutantes? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt? Je vais vous faire 10 facts, 10 faits, 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Je vais essayer de les construire parce que certaines en fait sont assez liées à d'autres. C'est-à-dire que l'une peut découler sur l'autre. Et donc je vais vous présenter ces 10 faits dans l'ordre. Mais la vérité, et ce qu'il faut savoir avant de démarrer tout ça, c'est que j'ai passé plus de temps débutant intermédiaire que ce que j'ai passé avancé dans ma pratique. Ça fait 8 ans que je m'entraîne et sur les 3 premières années, c'était brouillon, c'était très débutant. Je faisais un petit peu tout ce qui passait par la tête. Je faisais un petit peu de street workout, je faisais un peu de crossfit. Bon, je faisais un peu de muscu. Voilà, c'était pas très sérieux, c'était histoire de prendre un peu soin de moi. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai commencé à m'y mettre petit à petit. Donc, je suis passé de débutant à intermédiaire. Voilà, il m'a suffi de m'entraîner, prendre un peu soin de ma nutrition, du reste, et c'est venu. Et après, vous allez me dire, bon bah ça laisse 4... Ça laisse de 4 ans et demi jusqu'à maintenant, donc du coup ça laisse à peu près 4,5 années. Qu'est-ce que tu as fait, Julien? Honnêtement, je pense que je suis avancé depuis 2 ans maintenant. Le reste du temps, je suis passé de ce stade intermédiaire à avancé. Au final, j'aurais pu passer peut-être un petit peu moins de temps intermédiaire, mais ça va. Mais c'est surtout c'est ce temps débutant là, où j'ai passé quasiment 5 ans à essayer d'être à une stature correcte, où j'ai commencé à me faire sponsoriser, j'ai développé mon compte Instagram, etc. Voilà, bref, j'ai mis quand même ce petit temps-là avant d'avoir un physique et des performances un peu plus sérieuses. Et il y avait plein de choses en fait qui me plombaient et qui me ralentissaient, qui faisaient que je n'arrivais pas justement à passer le cap du Next Physique. Donc c'est ça la vérité, c'est qu'aujourd'hui j'ai 8 ans derrière moi. Mais parmi ces 8 ans, il y en a 5 où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai dû changer pas mal de choses. Bref, voilà, c'est normal, c'est l'histoire. C'est justement cette expérience-là qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et honnêtement, si c'était à faire, je le referais. Parce que ça m'amènerait exactement dans la même situation où je suis aujourd'hui, où je suis heureux. Ça m'amènerait là où je suis maintenant. Et même si je sais que c'était pas parfait et que j'ai passé du temps à faire n'importe quoi, eh bien c'est cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui je suis là en train de vous parler de tout ça. Et donc je pense que vous aussi vous êtes content que j'ai fait ces conneries, parce que sinon je serais pas en train de vous faire un épisode sur j'aurais aimé savoir tout ça avant. Ok. Donc je pense que c'est donnant et c'est cool pour tout le monde sur cet épisode, c'est cool pour vous. Bon, moi j'aurais peut-être pu progresser un petit peu plus vite, mais bon au final je fais un épisode avec vous, donc c'est bénef. On va y aller, donc first thing, première chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, en fait j'aurais aimé savoir que changer d'exo en permanence et ne pas avoir un programme fixe me bloquait. En gros, je passais mon temps à changer d'exercice à chaque séance, même si j'avais des séances qui revenaient. Par exemple, je me disais le lundi c'est épaules, le mardi c'est les bras, le mercredi c'est les jambes. En fait ce qui se passait c'est que même si j'avais l'idée de faire ça, cette répartition là, je changeais à chaque fois. J'avais pas les mêmes séances épaules, j'avais pas les mêmes séances jambes. Ça changeait tout le temps. Je passais mon temps à changer, à tester des exos. En fait, quand on débute, on aime l'activité, on aime le muscu, et en fait, on découvre plein de choses. Donc c'est un peu Disneyland. On se retrouve avec plein de possibilités, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Et la réalité, c'est qu'en changeant tout le temps, ça marche pendant la première année, les premiers mois. Après, ça marche plus. On peut pas progresser si on n'a pas une base fixe. On n'a pas un programme sur lequel on va justement progresser. Et là, je reviendrai sur le point numéro 2. Mais en gros, c'est ça. C'est que ce que j'aurais aimé savoir, c'est que pour vraiment faire la différence, arrête de changer tout le temps, gars.
Arrête, Julien, de changer tout le temps tes exercices, de faire tout ce que tu vois sur Internet. Moi, c'était l'époque YouTube. J'avais pas Instagram comme vous pouvez l'avoir aujourd'hui, tout ça. Moi, à l'époque, c'était YouTube. On regardait des vidéos YouTube, on disait « Ah, c'est bien et tout ». Mais à l'époque, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on notait sur notre téléphone en même temps que la vidéo YouTube. On était là comme des connards à essayer de noter tout ce qui pouvait se passer et prendre des photos, même pas des screenshots, hein, prendre des photos de ce qu'on voyait sur notre ordinateur ou notre télé, et après on y gardait de côté. Ou alors on découpait une page de Flex Magazine où on avait des bouts d'exercices et des entraînements et on essayait de faire un truc avec. C'était un petit peu plus brouillon, mais au final on se retrouvait à copier ce que faisaient les autres et je passais mon temps à faire le programme de Nathaël, puis après le programme de Thibaut en forme, puis voilà, je passais mon temps à changer. Et au final, à force de tout le temps changer, je n'avançais pas sur moi-même. Donc le conseil ici qui en découle, c'est de fixer vos objectifs et de fixer votre programmation. C'est vraiment cette idée-là, hein, c'est une programmation qui va vous amener justement vers ce next physique. Le point numéro 2, ça aurait été de comprendre que pour être plus musclé, il fallait que je sois plus performant. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma story cette semaine, mais souvent les gens se demandent s'ils doivent faire de l'hypertrophie ou de la force. En gros, séparer, voilà, vous pouvez pas être plus fort ou être plus musclé. Mais en fait, c'est une grosse erreur. Et ne pas avoir compris que pour être plus musclé, il faut être plus performant, c'est ne pas avoir compris la musculation. Un coach qui vous dit ça, mais il faut vraiment qu'il refasse sa formation. Pour être plus performant, il faut être plus musclé. Pour être plus musclé, il faut être plus performant. Vous allez regarder les plus gros athlètes en force, les personnes qui sont très fortes dans le monde. On prend Larry Wheels, exemple très connu, Larry Wheels. Vous allez voir son physique, il fait pas rire les mouettes. Et d'un autre côté, on va chercher à regarder Chris Bumstead, par exemple, en classique physique. On va regarder un petit peu ses stats en performance. Vous allez voir que sur son squat, c'est pareil, ça fait pas rire le nombre de plates qu'il y a sur la barre. C'est assez relatif. Évidemment qu'il y a une spécificité, mais il faudra être meilleur sur ces exercices qui sont en programmation, sur lesquels on n'est du coup pas en train de tout le temps changer, pour être plus musclé. C'est vraiment une condition de base, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. La surcharge progressive, je suis en train de bugger. La surcharge progressive. En gros, le but, c'est d'augmenter progressivement vos performances, bien sûr proprement, sans faire n'importe quoi, mais être meilleur sur les exercices que vous avez en place sur votre programmation. Numéro 3, fait numéro 3. J'aurais aimé savoir qu'il faut prendre des notes pour comprendre son évolution et attester de son efficacité. En fait, voilà, je changeais tout le temps mes exos, j'avais des notes, mais plutôt de ce que je devais faire à la prochaine séance. Au final, ce que je ne faisais pas, c'est que je notais pas les performances que je venais d'avoir, je notais pas ce que je venais de faire pour savoir ce que j'allais faire la semaine suivante. Ou alors plutôt de tout simplement voir et regarder si ce que j'avais en place était efficace ou pas. Étant donné que je ne prenais pas de notes, que je n'avais pas un programme sous les yeux, une programmation, bien tout simplement, je ne pouvais pas savoir si j'étais meilleur ou que ça fonctionnait bien. Tout ce que moi je voyais en termes d'efficacité, c'était est-ce que j'étais pumpé à la fin de la séance, est-ce que j'étais content de la séance. En gros, le pump, c'est cette congestion qu'on a à la fin d'une séance. On dit « Ah, c'est une bonne séance, hein, j'étais congestionné ». C'est un facteur ou une chose qui n'est pas du tout relative à l'efficacité d'une séance. C'est sympa. Faites la chaise contre le mur. Allez vous mettre contre le mur, faites ça pendant une seconde. Une seconde, c'est très court. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vous allez voir, hein, vous allez sentir les jambes. Vous allez sentir, vous allez dire « Ah, c'était un bon entraînement ». Est-ce que pour autant, vous avez eu une surcharge progressive, une fameuse augmentation des performances, et vous avez pris du muscle, ça ne sera pas très efficace. Par contre, vous allez le sentir, c'est vrai. Faites du gainage, vous allez le sentir. Faites, voilà. Bon, le gainage, ça reste quand même intéressant. Mais c'est un autre sujet, mais voilà, l'idée est là, c'est que je me concentrais sur les choses qui n'avaient pas d'importance pour me voir évoluer. Je me concentrais sur ce que je voyais sur l'instant et non pas ce que je voyais dans la globalité. J'avais pas un regard global, moi je voyais que ce que je voyais, je me concentrais que sur ce qui existait au moment de la séance. C'est-à-dire, est-ce que j'étais congestionné? Est-ce que je sentais que j'étais fatigué sur ces groupes musculaires-là? Vous pouvez très bien vous annihiler, vous détruire sur une séance et que la séance ne soit pas efficace dans la globalité de la programmation. Et c'est justement le cas de ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je faisais, en plus il y avait des entraînements sur YouTube, un youtubeur connu en muscu qui faisait des entraînements qui s'appelaient annihilation. En gros, le but c'était
d'annihiler un muscle sur toute une séance. J'étais éclaté, le muscle, j'en pouvais plus, j'étais congestionné, c'est vrai. Mais par contre, je ne pouvais plus travailler le muscle pendant une semaine, voire plus. Résultat, c'était beaucoup plus destructeur que constructif. Et donc voilà, ce point numéro 3, pour y revenir, c'était vraiment le fait de prendre des notes sur votre évolution, sur mon évolution, et donc de pouvoir attester de si oui ou non c'était en train de fonctionner. Fait numéro 4, manger le soir. Alors là, on est en nutrition, et je pense que celui que je vais vous dire, vous le connaissez, il est assez connu, c'est manger le soir ne fait pas grossir. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grosse erreur, parce que je m'entraînais le soir. Je m'entraînais le soir, et le problème, c'est que je rentrais chez moi, et je mangeais très peu. Parce que, tout simplement, c'était le soir. Donc, le soir, je vais m'endormir. C'est pas le moment de manger. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, je mangeais une salade, je mangeais des légumes, des protéines, peut-être des œufs, peut-être un poulet, quelque chose comme ça. À la limite, j'avais une pomme en dessert, parce qu'à cette époque-là, j'avais compris qu'il fallait quand même que je me cale, sinon ça allait mal se passer. Et après, j'allais me coucher. Sauf que le problème, c'est que assez souvent dans ma semaine, et plus je devenais musclé, ou plus j'avais pris un petit peu de poids, plus c'était catastrophique, parce qu'à ce moment-là, j'avais super faim. J'avais des envies, et j'avais des besoins surtout à combler. Et le problème, c'est que ces besoins, comme je les comblais pas à ce moment-là, et que j'apportais sans doute mon énergie sur des petits déj énormes, parce que c'était à la mode sur Insta, il fallait faire des pancakes, et bien résultat, je faisais des pancakes le matin, mais le soir, je mourais de faim, littéralement. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'était la crise. Je faisais une crise de boulimie à ce moment-là, parce que j'apportais pas ce dont j'avais besoin au meilleur moment. Le post-entraînement, le repas après l'entraînement, c'est vraiment un repas qui est le plus important pour que vous puissiez construire du muscle. C'est pas la course, vous avez des minutes, des heures pour le manger. Faut pas prendre un shaker à la sortie de la séance directe. Mais le problème, c'est que voilà, je comprenais pas, ou je n'avais pas justement ce mythe qui était cassé dans ma tête du fait de manger le soir. Et du coup, je me disais, c'est le soir, donc écoute, tu manges un petit peu, et puis après c'est dodo. Sauf que le problème, c'est que je mangeais à 20h, moi j'allais me coucher vers 23h minuit après avoir révisé. J'avais 4 heures de réflexion et de possibilités pour aller filer au placard, et ça se passait souvent pas très bien. D'autant plus qu'en en train de réviser ou quoi, j'étais étudiant, il fallait s'échapper un petit peu de ses études, donc la bouffe c'était un confort. Malheureusement, voilà, c'était vraiment une erreur, j'avais ce décalage qui faisait qu'au final, en fait, j'apportais de l'énergie assez régulièrement à ce moment-là, mais c'était plutôt de l'énergie en punition, parce que je cheatais en fait. J'étais en train de craquer sur ce moment-là. Techniquement, c'était pas un craquage, c'était juste que mon corps appelait à avoir cette énergie-là, parce qu'en vérité, quand je faisais tous ces craquages au début, je prenais pas de gras, hein. J'étais correct, mais je pétais un câble sur ce que je pouvais trouver. Donc je mangeais plutôt n'importe quoi, ça par contre c'est vrai. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'était plutôt le fait d'exposer ça. J'en ai déjà parlé sur une vidéo YouTube que certains doivent connaître, c'est la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne. C'est une vidéo sur la boulimie. Fait numéro 5, les entraînements, on revient à l'entraînement, les entraînements split ne me faisaient pas avancer. Et ça c'est quand même assez lié au point précédent, c'est qu'en fait je passais mon temps à sectionner les parties de groupe musculaire et de faire ça au fur et à mesure de la semaine. Le lundi, c'est les épaules, le mardi, c'est les bras, le mercredi, c'est les jambes, etc. Ça marche quand on est débutant, comme beaucoup de choses marchent quand on est débutant. Hein. Quand on est débutant, à peu près tout peut marcher. C'est ça qui est cool, parce qu'en fait, on est tellement nul que quoi qu'on fasse, ça doit être efficace. Et après, au bout d'un moment, quand on a un petit peu progressé, si on passe son temps à faire ça, à s'annihiler sur des séances, à se détruire les groupes musculaires, on passe une semaine, 10 jours à récupérer, on n'est jamais efficace et on ne progresse pas, d'autant plus si on ne prend pas de notes. Et le problème, c'est que voilà, je passais mon temps à sectionner les groupes musculaires, je cherchais à me détruire sur cette séance-là, et je ne progressais pas. Et donc j'aurais aimé savoir que j'aurais dû réfléchir à un format d'entraînement, mais à l'époque la question se posait pas, tout le monde faisait du split. On n'était pas encore assez informé du fait que le full body ou le fait de travailler en haut du corps, bas du corps, de mieux répartir ses exos sur la semaine et de ne pas faire tous les bras au même moment ou de ne pas faire tout son cul, tous ses fessiers au même moment, ça permettait d'élargir les champs de possibilités, de récupérer entre chaque séance et de par exemple répartir ses exos de jambes sur plusieurs séances. Voilà, par exemple, au lieu de faire squat le mercredi, plus leg press, plus leg extension,
plus du goblet squat, sans rire, hein. Je faisais facilement 4 exos de quadriceps ce jour-là, de plutôt les faire lundi des squats, mardi du goblet, mercredi du leg extension, bon allez, petit repos le vendredi pour finir, leg press, et voilà, j'aurais mieux réparti, j'aurais pu me donner sur ces exercices au ce moment-là et pas être complètement cramé au bout de 2-3 exos, parce qu'en vérité, je faisais de l'extension à la fin, mais j'étais mort. Donc voilà, c'est une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Point numéro 6, j'aurais aimé savoir et me rendre compte à quel point le sommeil est hyper important pour sa bonne récupération, la construction de ses tissus musculaires, la production hormonale, la production de stress. Ces éléments sont déjà suffisants, je pense que j'ai pas besoin de continuer, c'est déjà tellement puissant ce que je viens de citer. Mais en gros, voilà, ça m'aurait permis de mieux récupérer, me construire plus vite, d'être moins stressé dans mon quotidien et donc d'être aussi meilleur dans mes études ou dans mes capacités de réflexion, mais ça marche aussi pour les gens qui travaillent. Ça m'aurait aidé aussi à mieux me composer au niveau des tissus entre la répartition de gras et de muscles. Vous prenez des personnes qui dorment pas très bien la semaine et qui essaient de rattraper leur sommeil le week-end versus des personnes qui dorment globalement de manière bien répartie sur chaque jour de la semaine. Je l'ai déjà cité plusieurs fois cette étude, mais c'est tellement puissant. Les gens qui essaient de rattraper leur sommeil sur la semaine avec 4 fois moins de résultats que les gens qui dormaient régulièrement. C'est énorme, c'est juste énorme. Point numéro 7, j'aurais aimé avoir connaissance que les lipides à 1 g par kilo de poids de corps m'empêchaient à la fois d'être heureux en nutrition, mais aussi d'avoir le bon niveau de production hormonale. Ce qui se passait, c'est que j'ai toujours eu dans mes jeunes années l'idée des 1 g par kilo de poids de corps en lipides. Et le truc, c'est qu'en fait, 1 g par kilo de poids de corps en lipides, quand on a une diète assez élevée en termes de calories, comme je peux l'avoir, du fait de mon activité, et j'avais quand même une masse musculaire décente, ça représente pas grand chose quand on est sur une diète à plus de 2500 voire 3000, 4000 calories. À cette époque là je mangeais presque 4000 calories, j'avais beaucoup d'activités, avec mes études je marchais toute la journée, à côté j'avais mes séances etc, des fois je sortais le soir, bref je pouvais me retrouver facilement avec plus de 10 000 pas, 20 000 pas, plus mes entraînements, plus mon poids de corps qui est quand même qui consomme des calories. Et le truc c'est que quand on mange 4000 calories presque par jour, 1 g par kilo de poids de corps de lipides, c'est rien du tout, c'est vraiment rien. Et donc je me retrouvais à manger beaucoup de glucides à cette époque-là. Tellement qu'à certains repas, je mangeais dans des gros bols des saladiers. S'il y en a qui me suivaient à l'époque sur Instagram, vous savez ce que c'est. Et je rigolais parce que c'était ma première année sur Insta, je mettais ça et je me disais ouais, je mange 2 kilos ce soir parce que je mangeais des quantités de riz astronomiques, blindé de riz, voilà, blindé de glucides, ça pouvait être des bols de flocons d'avoine énormes, beaucoup de pâtes, enfin voilà, des choses comme ça. Et quand je mangeais des glucides, j'en mangeais vraiment en grosse quantité. Je me retrouvais à faire potentiellement des collations la journée, comme on peut voir chez les bodybuilders pro. Et j'avais une production hormonale qui était pas bonne du tout. Je le savais que c'était pas la folie au niveau hormonal. Et quand j'ai changé tout ça, justement, suite au fait que je me suis informé, que j'ai pu comprendre que une répartition en lipides en pourcentage de son apport calorique était beaucoup plus pertinent que des apports en kilos de poids de corps, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que j'augmente considérablement mes apports, et miraculeusement, assez rapidement, sur les semaines d'après, j'ai eu une grosse adaptation, j'ai eu une libido qui a explosé. Pareil sur le reste, hein, sur tout simplement la pilosité, parfois la nervosité. Bref, au niveau hormonal, c'était vraiment... ça s'est révélé, quoi. Vraiment, je me suis transformé. Aux entraînements, je pouvais pousser et être timide, et là, c'est devenu... non, je rigole. Non, je me suis pas transformé en Hulk, mais vraiment, il y a eu un changement considérable et je l'ai senti venir. Et en fait, cette idée-là du 1 g par kilo de poids de corps, elle n'a pas de fondement en fait. Elle n'est pas vraiment liée non plus à un intérêt particulier, c'est juste une règle qui a été donnée, mais c'est une référence sans valeur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à ces lipides en pourcentage de son apport calorique. Et justement, point numéro 8, j'aurais aimé savoir que le contrôle de ma nutrition, le bon tracking,
le bon tracking, judicieux et sans pression, m'aurait permis d'avancer beaucoup plus vite sur mes sèches et prises de masse. En gros, j'aurais pas fait The Bird Box sur Netflix où j'aurais descendu une rivière avec un bandeau sur les yeux. En gros, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite parce que j'aurais su ce que je faisais. J'ai fait des sèches où je comptais pas mes calories. Vraiment, c'était l'aveugle. Je disais, allez, je retire ça. Et à côté, je faisais des prises de masse où je savais pas vraiment ce que je faisais. Je me disais, il faut que ça soit plus calorique. Donc, voilà. Et résultat, à chaque fois, les prises de masse que j'ai pu faire quand j'étais au niveau débutant, intermédiaire, je prenais du gras d'un coup, ça allait trop vite. Et sur les sèches, ça marchait un temps, puis ça bloquait de ouf, puis ça ravançait parce que je faisais des efforts de dingue. Mais en fait, le truc, c'est que, étant donné que je ne contrôlais pas mes calories, mes macronutriments, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Alors aujourd'hui, je ne force personne à le faire, mais il faut savoir que c'est normal, quand vous étudiez et que vous suivez ce que vous êtes en train de faire, vous allez plus vite. Ça marche pour les entraînements sur le fait de noter ses performances, mais ça marche aussi avec sa nutrition. Et j'aurais aimé savoir le faire, bien le faire, sans pression, parce que forcément, quand on essaye d'apprendre par soi-même à traquer ses calories et tout, c'est prenant, et quand on apprend tout ça par soi-même, surtout à l'époque, moi j'avais pas du tout Instagram comme vous pouvez l'avoir et tout, avec des infos et tout. Moi à l'époque, j'étais largué sur une île déserte où je devais quasiment tout apprendre par moi-même. J'ai même commencé à compter mes calories sans une application sur le téléphone. J'ai commencé avec un tableur sur l'ordinateur où je renseignais les calories de chaque aliment que je pouvais manger dans mon assiette. C'était un bordel monstre. J'ai passé du temps de ouf. Bon, ça n'a pas duré très longtemps avant que je me rende compte qu'il y avait MyFitnessPal qui venait d'être créé. Donc déjà, si je vous dis que MyFitnessPal venait d'être créé, vous imaginez un peu mon âge. Mais et voilà. Et du coup, cette idée, en fait, c'était tout simplement de savoir ce que j'étais en train de faire et donc du coup d'avancer beaucoup plus vite. Et j'aurais aimé, point 9 qui est pas très loin, fait numéro 9, j'aurais aimé savoir ou avoir un guide sur les compléments alimentaires. J'ai dépensé beaucoup d'argent, inutilement, dans des compléments alimentaires, juste pour les tester, pour savoir si ça allait marcher sur moi, ça n'avait pas marché sur moi. Parce que j'avais vu un tel qui recommandait ça, ci, ça. Et bref, du coup, je me faisais avoir. Et franchement, dans mes jeunes années, tout cet argent que j'ai pu passer dans des vêtements, dans des compléments alimentaires, j'aurais pu le mettre dans un coaching avec quelqu'un de beaucoup plus informé que moi et j'aurais avancé beaucoup plus vite. Et ça, du coup, c'est une des choses que aujourd'hui, bon, j'ai aucun problème, hein, c'est une de mes spécialités, mais j'aurais aimé avoir justement un petit guide, vraiment un guide sur les compléments alimentaires, pour savoir qu'est-ce que je dois prendre pour moi, pour mes objectifs, pour ma personne, ma nutrition et mes besoins du quotidien. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, qu'on offre dans nos coachings, c'est-à-dire quand quelqu'un rejoint les coachings dans la team MFT, il reçoit une bibliothèque de guides, dont justement un guide de compléments alimentaires parmi plus d'une dizaine de guides. Mais c'est aussi une chose qu'on aborde plus en profondeur dans un module de l'Académie Master Ton Assiette, donc c'est l'Académie d'apprentissage en nutrition recettes. C'est un des derniers modules à la fin de l'Académie où il y a justement cet apprentissage sur les compléments alimentaires. Donc maintenant ça existe. Dernier point, et du coup lié à ce que je venais d'expliquer, j'aurais aimé prendre un coaching beaucoup plus tôt. Je me suis fait coacher justement pour essayer de passer justement de ce niveau intermédiaire où je me croyais intermédiaire à avancer. En réalité, j'étais intermédiaire. Le coaching que j'ai pris a duré 1 an. Je pensais être très satisfait en fait de ce que je venais d'obtenir, mais avec du recul et au vu des possibilités d'évolution que j'ai eues après, de mes capacités que j'ai eues ensuite en information, que j'ai eu mes propres capacités d'évolution, etc., mon expertise personnelle à ce moment-là, disons que ce coaching a été utile pour me rendre compte qu'il était temps que je me lance dans le métier. Donc c'était juste avant que je démarre Insta, donc
Bah, vous me connaissiez pas, hein, personne pouvait me connaître. Mais du coup, ouais, voilà, c'était aussi émergent, donc il y avait moins de coachs et moins de qualifications qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était quand même... J'étais content, mais le truc c'est que aujourd'hui, quand je vois ce que moi je propose, sans vouloir me vanter, ça valait pas un clou, quoi. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui fait toujours ses coachings de la même façon, et il y en a plein qui font des coachings comme ça. C'est juste que bah, ils appellent ça du coaching personnalisé, et c'est pas du coaching personnalisé. Enfin, en tout cas, personnellement, je sais que c'est ce que je fais, c'est ce qu'on propose avec la team MFT, et donc du coup, maintenant, on est obligé de s'appeler ultra personnalisé, on est obligé de mettre ça dans notre qualification de service, on est obligé de dire qu'on fait du coaching sur mesure extra personnalisé, on est obligé de rajouter des mots supplémentaires comme ça, pour dire que c'est au-dessus de ce que ces gens peuvent proposer, ce qui en soi est pas si mauvais, mais c'est pas du personnalisé. Enfin, en tout cas, je pense qu'on devrait, ils font ce qu'ils veulent, mais ils devraient pas appeler ça du coaching personnalisé quand c'est pas 100% vraiment personnalisé. Après, c'est sûr que quand on n'est pas qualifié comme nous, on peut l'être. Encore une fois, je me vante un peu, mais eux, ils s'imaginent peut-être que c'est du 100% personnalisé. Voilà, c'est ça. C'est que ils sont pas au même niveau, donc pour eux, c'est de la qualité plus, ce qui n'est pas forcément le cas. Bon bref, je suis en train de cracher sur les autres, j'aime pas ça. Et donc du coup, j'étais voilà, sur ce dernier point du fait d'avoir pris un professionnel avec moi pour s'occuper de moi plus tôt, et pour justement m'apprendre toutes ces choses qui m'auraient fait passer un stade beaucoup plus rapide. Au final, après, j'ai pris un petit peu plus de temps, mais ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Ça m'amène dans cette évolution-là, en train de parler avec vous sur ce podcast et de vous présenter tous ces points. Et sans toutes ces erreurs-là, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je sais pas où je serais, mais je pourrais pas faire cet épisode avec vous. Donc c'est sûr que c'est tout bénef pour tout le monde. Actuellement là, pour faire la petite transition de fin d'épisode et parler un petit peu de moi... quel ego. Non, je sais que ça vous intéresse et vous me posez pas mal de questions par rapport à ça, mais déjà, j'aimerais énormément vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez aux épisodes de l'émission de Next Physique. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont allées sur YouTube et sur Apple Podcast pour mettre des notes. On est passé de 3 notes sur Apple Podcast à 12, donc je sais qu'il y en a 9 qui ont fait l'effort, et pourtant vous êtes des centaines à écouter cet épisode, donc si vraiment tout le monde voulait m'aider, vous y seriez allés. Et des gens qui sont allés sur YouTube commenter, c'est vraiment très cool de votre part. Donc si vous voulez vraiment m'aider, parce que je dis ça parce que vous êtes beaucoup sur Spotify, vous êtes les 3/4 à écouter le podcast sur Spotify. Et ce problème de Spotify, c'est que j'ai aucun moyen de voir les statistiques et d'améliorer le podcast. Ça ne m'améliore pas mon référencement. Et donc le seul moyen de m'aider, c'est soit de mettre une note sur Apple Podcast avec un avis, et pareil pour YouTube, un like et un commentaire. Ça mange pas de pain, et si vous pouvez faire ça, ça serait super cool. Et sinon, voilà, la mini-cut, pour savoir où j'en suis, parce que je sais que vous aimez bien suivre ça. Là, actuellement, il me reste 2 semaines et demie où je suis en train de parler. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai des performances qui sont un petit peu plus difficiles ces temps-ci à récupérer. On verra sur la fin, mais c'est un peu normal. Hein, ça fait plus de 4 semaines maintenant. En termes de perte de graisse, c'est correct. J'attends la suite pour voir si j'arrive à garder un bon rythme, ça serait bien. Voilà, j'ai les résultats qui sont escomptés pour l'instant, donc c'est top. Concernant le reste et la difficulté, disons que j'ai plus autant de difficultés à tenir mon quotidien. J'ai eu une passation pas facile parce que ça faisait longtemps que j'étais en prise de masse ou avec un total calorique confortable, et j'ai quitté ce confort-là. Et le fait de quitter ce confort et de passer à une zone où on mange ce dont on a besoin et puis c'est tout, quand je finis mes repas, je suis pas en train de me dire « Ah, c'était un bon repas, je suis bien là ». Alors je me dis plus ça, je me dis « Bah voilà, j'ai mangé ». Mais je me suis régalé, mais j'ai mangé quoi. Mais j'ai pas mangé en mode confort, j'ai une bide éclatée, je suis trop bien. C'est pas aussi confortable qu'une prise de masse, mais c'est normal, hein, c'est comme ça. Mais il y a une petite transition quand même à mettre en place entre justement ce confort et la mini-cut qui est quand même un déficit calorique agressif.
Donc c'est vrai que je me retrouve avec beaucoup moins de calories que ce que j'aurais pu avoir sur une sèche normale. Et donc forcément, ça met un coup au foie, comme dirait Monsieur Macron avec McFly et Carlito. Donc, ce petit coup au foie, il a mis 2 semaines à peu près où j'étais un peu triste. Je me disais putain c'est dur, c'est pas cool, j'ai moins de chocolat. mais voilà, ça le fait. Ensuite, côté sommeil, actuellement j'ai des petits soucis, tout simplement parce que je me prends le soleil dans la tronche le matin, j'ai pas de volet dans la maison que je loue en ce moment, et donc il faut que je me trouve je me suis commandé un masque, donc un masque pour dormir, c'est le top du top, hein, c'est le nec plus ultra des masques pour dormir. J'en parlerai sur Insta si je suis satisfait. Je suis un peu dubitatif à l'idée de dormir avec quelque chose sur ma tronche. Mais à voir, si vous voulez, j'en reparlerai dans le podcast. Et puis voilà, il me reste 2 semaines et demie. J'attends avec impatience le retour en salle de sport. La semaine dernière, j'avais pris du retard sur le podcast parce que je m'étais mis quasiment 2 jours de confection de mon programme sur mesure ultra personnalisé pour le retour en salle. Je suis très très chaud, il est vraiment carré. Et ça va pas rigoler parce que je vais vraiment m'éclater la gueule sur cette prochaine prise de muscle de masse. Ça va être compliqué, ça va être vraiment sportif, mais je suis vraiment ultra motivé après cette année-là, surtout si ça reste ouvert, ça serait trop bien. On verra en septembre la situation sanitaire, mais je sais pas vous, mais je suis ultra pressé. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Julien, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut les athlètes.